Le doute est un hommage que l'on rend à la vérité, disait Ernest Renan. Mes chers collègues, je veux m'adresser à ceux qui doutent, à ceux qui ont le courage de douter. Car il en faut du courage, oui, pour se frayer un chemin entre les certitudes des uns et les convictions des autres. Comment savoir ce qui est juste pour les femmes, ce qui est bon pour les enfants, ce qui est souhaitable pour notre société? Comment ne pas s'interroger sur les conséquences pour les uns d'une décision pour les autres? Comment être certain de ce qu'il faut absolument faire ou de ce qu'il ne faut surtout pas faire? Comment être assuré que ce qui est bien pour certains saura être bon pour tous? C'est donc à vous qui doutez que je m'adresse, afin de partager les trop nombreuses questions et interrogations que je me pose en ce qui me concerne avec beaucoup d'humilité. De quoi parle-t-on et de qui parle-t-on surtout? D'égalité des droits ou bien de protection des plus faibles? De femmes qui veulent avoir un enfant, de leur impérieux désir présent, ou bien de possibles souffrances d'enfants pour lesquels on tente de construire a posteriori une filiation artificielle? Si vif et légitime que soit le désir d'enfant, la volonté de l'adulte ne doit-elle pas se mettre en retrait pour éviter d'hypothéquer une construction future aléatoire de l'enfant? Nos lois peuvent-elles donc décider et institutionnaliser qu'un enfant, pour bien grandir, n'a, a priori, pas besoin de père? Les lois de notre République doivent avant tout être prudentes et protéger les plus vulnérables. Et dans ce domaine particulièrement, il me semble que le fameux principe de précaution doit plus que jamais primer. C'est ainsi pour ma part que je guide mon mandat et que je considère donc, malgré tous les doutes et les interrogations sincères que j'ai pu vous exprimer ici, mes chers collègues, que cette mesure laisse en suspens les conséquences sur l'enfant le plus vulnérable d'entre nous. Merci à vous, mes chers collègues, qui avez le courage de douter. On a été un peu vite, effectivement, je pense quand même, malgré l'heure tardive, que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Il est question de congélation des ovocytes. Encore une fois, je pense que ce n'est pas anodin et au-delà de l'âge, des raisons pour lesquelles on souhaite congeler ces ovocytes, il y a une réflexion qui doit être menée. De quoi il est question? Alors très souvent à ce sujet, on entend qu'il est question de liberté et de la liberté de la femme de disposer de son corps. Je l'ai entendu très souvent. Alors une fois qu'on a dit ça, bien souvent, on n'a plus le droit de rien dire. Et pourtant, moi, je considère que, c'est rabaisser et aliéner la femme. Moi, je veux que ma société, que la société française, me permette d'être à la fois maman et à la fois de travailler. Je ne veux pas avoir à choisir entre les deux. Je ne veux pas avoir à me poser des questions qui m'imposeraient insidieusement à choisir entre l'un et l'autre, comme si je n'étais pas capable de faire les deux et de faire les deux très bien. C'est à notre société et non à la technologie scientifique de me le permettre. Et en outre, mes chers collègues, une autre réflexion. Je trouve que c'est un peu, d'une certaine manière, mentir aux jeunes filles que de leur faire croire que, plus tard, elles pourront devenir mères comme elles le souhaitent. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure sur d'autres débats, que 80% des PMA se soldaient, hélas, par un échec. Alors combien d'échecs et combien de souffrances? Pour ma part, je ne veux pas porter la douleur d'une femme à qui l'on aurait fait croire qu'elle pourrait choisir, quand elle veut, devenir maman et pour laquelle finalement la science est malgré tout tenue en échec. Moi je vous avoue très humblement que je découvre cet amendement et avec grand intérêt. Je trouve que c'est intéressant la vision que vous avez. Alors évidemment on fait confiance à nos médecins, mais ça resitue un petit peu les choses et justement on croit que tout est possible et tout se fait facilement sans aucun souci. Et là on dit bah non, c'est difficile, c'est douloureux. Donc moi je trouve que c'est une vision qui est intéressante et je le soutiens.
Merci, je vais aller dans le même sens que mes collègues. Effectivement, il y a la mise en place d'un plan d'action pour lutter contre l'infertilité qui est prévu. Il est prévu la prévention et la formation des personnes à la compréhension de la fertilité humaine. Mais je pense en effet que c'est très important qu'on aille sur cette recherche fondamentale, sur les causes et les remèdes de l'infertilité, pour ne pas qu'on croie finalement que l'AMP permet de pallier toutes les difficultés. C'est en amont qu'il faut vraiment faire un véritable travail. Je vous remercie. C'est un amendement qui vise à revenir en fait, à la première lecture de l'Assemblée nationale qui interdisait l'import ou l'export de gamètes à titre commercial. En première lecture, il était précisé que l'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps ne pouvaient être effectuées à titre commercial. Et dans la nouvelle rédaction qu'on a là, ce n'est plus le cas, ce qui signifie donc que l'importation et l'exportation pourraient être réalisées à titre commercial dès lors que la finalité n'est pas une finalité commerciale, mais un parcours de PMA. Et donc, cette formulation actuelle peut autoriser l'importation de gamètes à l'étranger, achetées à l'étranger. Et c'est contraire à l'article 16-1 du Code civil, lequel dispose, je me permets de vous le rappeler quand même, que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Il convient donc de rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Je propose, s'il n'y a pas de prise de parole, de passer au vote. Amendement 1268, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Alors, attendez. Qui est contre? Marquez bien votre vote. On va recommencer. Marquez bien votre vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Cet amendement propose que si la personne doit soit décider de donner ses gamètes à la recherche, soit on les détruit, pour pas qu'il y ait une autre utilisation de ces gamètes. Je vous remercie. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat. Le Sénat confiait au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles la mission de recevoir les demandes des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, d'accéder aux données non identifiantes concernant le donneur et à l'identité de ce dernier. En effet, il me semble que dès lors qu'il existe déjà une structure susceptible de recevoir et de traiter les demandes de personnes issues de dons, il convient d'éviter la multiplication des structures et l'affectation qui en découle de l'argent public. Ici, il s'agit de la création de chimères animales humains. Alors, si j'ai bien compris, et vous me direz, monsieur le rapporteur, c'est on injecte des cellules humaines au tout début du développement embryonnaire d'un animal. Il ne s'agit pas de science-fiction. Cela ouvre la porte à de nombreux questionnements auxquels les scientifiques eux-mêmes ne savent pas répondre. Parmi les questions, comment garantir que les cellules humaines ne cannibalisent pas l'embryon animal, entraînant de fait une descendance plus humaine qu'animale. Pardon. On va y arriver. Parce que le sujet est quand même justement difficile. Comment empêcher la migration, le développement au-delà des seuils admis par les scientifiques de cellules humaines dans le cerveau animal? Quelle mutation de l'espèce humaine entraîne la xénotransplantation? Face à toutes ces tentations scientifiques, il me semble très important de protéger juridiquement l'espèce humaine. Et aussi, de telles recherches ne doivent donc pas être encadrées par le régime de la déclaration, dont on a parlé tout à l'heure, mais tout simplement interdites. Vous évoquiez effectivement, Madame la Ministre, le fait que nous devions faire confiance à nos chercheurs. On assure que certains scientifiques ne franchiront pas certaines limites, comme celle de la production de gamètes humaines par les organes reproducteurs des chimères hommes-animales, de l'abattage systématique des animaux qui présenteraient des signes extérieurs humains, comme des mains ou des pieds. Mais comment faire confiance à ces engagements dans le contexte de compétition internationale que l'on connaît, où chaque recherche est légitimée par une prétendue nécessité
d'être à la hauteur des autres pays et alors que déjà les positions divergent. Un exemple. En mai dernier, des chercheurs de l'université de Buffalo à New York ont indiqué avoir fait grandir, écoutez s'il vous plaît, ont indiqué avoir fait grandir des millions de cellules humaines matures dans un embryon de souris pour obtenir jusqu'à 4% de cellules humaines dans un embryon de souris. La France doit respecter ses principes éthiques et il me semble, et j'en suis persuadé, ne pas s'aligner sur des pays moins-disants. Merci, Monsieur le Président. Le nouvel article L2141-3 du Code de la santé publique prévoit que, à l'occasion des recherches menées dans le cadre d'une AMP, aucune intervention ne peut avoir pour objet de modifier le génome. Bien. En revanche, le texte ne dit rien des interventions qui, à la faveur d'une autre finalité, auraient pour effet de modifier le génome. Or, les incertitudes qui règnent sur les conséquences de la modification du génome sont extrêmes. La modification du génome déséquilibrerait d'autres cellules, puisque les cellules interagissent entre elles, c'est M. Jacques Testard lui-même qui le dit. Et elle pourrait entraîner des effets, je cite le CCNE, elle pourrait entraîner des effets situés en dehors de la cible, des embryons mosaïques, des modifications non souhaitées de l'ADN ciblé lors de sa réparation. Récemment, même une étude de chercheurs londoniens a rapporté avoir obtenu des résultats catastrophiques après utilisation de la technique CRISPR pour modifier des embryons humains, alors que cette technique était présentée il y a quelques mois encore comme la technique d'avenir. On ne maîtrise pas non plus les effets de la modification du génome sur la descendance de l'enfant à naître. Nul ne sait si un bienfait thérapeutique pour la personne dont on aura modifié le génome ne se transformera pas en méfait pour les générations qui suivront. Il convient donc de préciser qu'aucune intervention ayant pour objet ou pour effet de modifier le génome des gamètes ou de l'embryon ne peut être entreprise. J'avoue très humblement que je n'ai pas suivi toutes les explications scientifiques et médicales de monsieur le rapporteur. Je n'ai pas le niveau. Une seule question. Conçoit-on un enfant pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre? Chers collègues, il y a 5 jours, la première prise de parole que j'ai faite ici, c'était pour vous exprimer mes doutes et mes interrogations. Alors vous me permettrez, je vais continuer de faire ainsi. Pouvez-vous par exemple m'expliquer comment ceux-là même d'entre vous qui fustigez le tout business et le tout commercial sont parmi les premiers à appeler de leur vœu l'ouverture et la généralisation de techniques impliquant forcément le développement de nouveaux marchés économiques au détriment de la fragilité et de l'âme même de notre humanité? Ou encore, autre questionnement auquel j'ai beaucoup de mal à répondre, je vous avoue. À l'heure où l'écologie tient le devant de la scène et de toutes les décisions que nous sommes amenés à prendre, à l'heure où nous constatons les dramatiques méfaits de l'action de l'homme sur la nature, où nous constatons les limites du tout technologique sur notre environnement et sur notre humanité même, comment pouvons-nous encore décider d'être envers et contre tout, maîtres et possesseurs de la nature? Descartes, d'ailleurs, en nous incitant à nous comporter ainsi, nous révèle en réalité que l'homme peut en effet chercher à dominer la nature, qu'il peut toujours feindre cette conquête. Sa connaissance en sera toujours imparfaite et il doit être conscient de ses propres limites. Ce que nous avons fait à la nature depuis 50 ans, eh bien nous sommes en train de le faire sur l'humain. Quelle société voulons-nous? Une société qui refuse tout signe de faiblesse et de vulnérabilité? Ou bien une société qui prend soin des plus faibles et des plus vulnérables? Notre humanité est fragile, oui, et c'est ce qui fait sa beauté. La rationaliser à tout prix, à n'importe quel prix, c'est lui faire perdre son âme. Soyons imparfaits, acceptons de ne pas tout vouloir maîtriser, contrôler, pour au contraire préserver notre humanité et notre humanité dans son environnement naturel. On est en train d'aller vers un monde uniforme où le différent est éradiqué et qui se trouve à l'opposé d'une société inclusive que l'on ne cesse de dire vouloir construire avec les personnes fragiles. Comment peut-on aller vers une société inclusive si le point de départ
et que ces personnes ne doivent pas exister. C'est de notre humanité profonde dont il est question. C'est de notre relation à l'altérité, à la différence, à la fragilité. N'est-ce pas ce qu'on appelle la fraternité? Résultat du scrutin. Votant 108, exprimé 102, majorité à 52, pour 78, contre 24. Et donc l'article est supprimé.